Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va comprendre l'importance du symbole grâce à Dragon Ball. Avant de commencer, on va délimiter l'espace de travail, je ne prendrai que ce qui correspond à la partie dite Z de Dragon Ball, c'est-à-dire du tome 14 au tome 34 de la Perfect Edition, puisque généralement c'est la seule partie de Dragon Ball que les gens retiennent. Je ne prends pas non plus en compte DBS, bien qu'étant la suite récente, car sinon je vais m'énerver. Tout d'abord, commençons par définir c'est quoi un symbole. Selon le Larousse, un symbole c'est signe figuratif, être animé ou chose qui représente un concept qui en est l'image, l'attribut, l'emblème. Ou bien, personne qui incarne de façon exemplaire une idée, un sentiment, etc. La seconde définition, qui est celle sur laquelle nous allons principalement nous appuyer, étant en réalité une conséquence logique de la première. L'un des symboles étant probablement le plus récurrent dans Dragon Ball et le plus marquant est celui lié à la thématique du changement, à l'évolution de personnages. L'un de ceux portant ce thème est Piccolo, fils et réincarnation du démon Piccolo Daimao, incarnation même du malin. Ma Junior était montré comme tout autant mauvais, mais bien plus puissant que son père. Il affrontera Goku lors du 23e Tenkaichi Budokai dans un combat violent où il n'hésitera pas à utiliser les tours les plus perfides contre lui. Et malgré tout, il finira par perdre. Goku le laissant en vie à la fois pour empêcher la mort de Dieu, et donc des Dragon Ball avec lui, et dans le même temps pour avoir toujours quelqu'un avec qui se mesurer, l'obligeant à lui-même surpasser ses limites. En résumé, jusqu'ici, Piccolo nous a été montré comme l'être le plus mauvais qui soit, et pourtant, cet être qui incarne tout ce qu'il y a de plus mauvais, finira par se sacrifier en protégeant Gohan de Nappa. Et demandera même à Gohan de s'enfuir alors qu'il est lui-même en train d'agoniser. Aux portes de la mort, Piccolo ouvrira son cœur à Gohan en disant qu'il a aimé ses derniers mois passés avec lui, le tout en pleurant. Toriyama, en une scène de quelques pages, a à ce moment achevé l'évolution de Piccolo, le faisant passer du symbole du mal à un être ayant suffisamment de bonté en lui pour se sacrifier pour un ami, qu'on peut aussi considérer comme étant sa seule famille. Acte prenant tout son sens car Piccolo Daimao, ainsi que son fils, depuis qu'il s'est séparé de Dieu, était entouré d'êtres aussi mauvais que lui, ou alors il était resté seul. Le fait de devoir pendant un an s'occuper de Gohan, un enfant qui est la représentation de la pureté, lui a permis de changer d'environnement et donc, dans le même temps, changer lui aussi. Cet assagissement était nécessaire à cause de l'arrivée d'ennemis toujours plus redoutables et puissants. Piccolo n'avait alors plus sa place comme antagoniste à l'œuvre. Toriyama a alors dû entamer une déconstruction du personnage depuis son alliance avec Goku contre Raditz, jusqu'à cet ultime acte où Dieu avouera que Piccolo l'a surpassé. Voilà ce que va raconter cette scène en seulement quelques pages, que même la personne la plus mauvaise est capable de changer quand elle est bien entourée. C'est ça la puissance du symbole. Toriyama est quelqu'un qui a toujours cherché à aller à l'essentiel. Son histoire se voulant être la plus simple et compréhensible possible. Il va alors, à plusieurs reprises dans son œuvre, utiliser des symboles pour permettre d'en dire beaucoup sans pour autant complexifier le récit général. Toujours sur la thématique du changement, il y a bien évidemment Vegeta, le prince des Saiyans. Au début, on te le présente comme l'incarnation du mal, qui au mieux extermine les êtres vivants sur les planètes, au pire détruit les planètes elles-mêmes, capable de buter ses propres alliés quand ils sont inutiles, et tout ce qui va avec. Puis, plus il avancera dans l'œuvre, plus il finira petit à petit par se ranger jusqu'à avoir un enfant avec Bulma. Il aura malgré tout un dernier sursaut d'orgueil en devenant Majin Vegeta. Et là, se rendant compte que finalement il avait tort de céder à ses pulsions, et qu'il ne pourrait pas gagner à la loyale face à Majin Buu, il prend une dernière fois Trunks dans ses bras, à la fois pour lui exprimer son amour et aussi pour lui dire adieu. Et il se sacrifie avec cette phrase qui est parmi les plus cultes de tout Dragon Ball. Adieu, Bulma, Trunks et toi, Kakaroto. Tout est fort à cet instant. Vegeta, qui s'est toujours battu pour lui-même, décide cette fois-ci de se battre pour le bien commun. Il montre un attachement non dissimulé envers son fils, mais également un regret de ne plus revoir à la fois Bulma, Trunks et Goku. D'ailleurs, même le choix de citer Goku en dernier est symbolique, puisque jusqu'à maintenant, Vegeta s'est construit par rapport à Goku. Sa rivalité dans l'arc Namek, dans l'arc Cell, et aussi dans cet arc en tant que Majin. C'est une des raisons de sa progression et la raison qui l'a fait changer, car c'est à cause de Goku que Vegeta a fini par vivre sur Terre, fonder une famille et y trouver un nouveau bonheur.
Pour Vegeta, Goku est le commencement de sa seconde vie. Ce faisant, terminer par Goku permet de conclure à cet instant cette même vie, et rappelle que Goku reste quelqu'un de suffisamment important pour lui pour être cité aux côtés de Trunks et Bulma. Et évidemment, on ne pouvait pas terminer sur Vegeta et son changement, sans parler de la tirade dans le dernier tome, où Vegeta met de côté sa fierté et reconnaît enfin Goku comme le numéro 1, comme étant meilleur que lui. Vegeta, ayant toujours été identifié à la fierté, à l'honneur, abandonne toutes ces notions, reconnaît le fait que Goku soit un meilleur combattant et décide de l'encourager. Vegeta atteint à ce moment l'apothéose de son évolution. Il est devenu un autre personnage, et c'est beau bordel. Parlons maintenant des transformations qui sont un tout autre symbole. Pour être tout à fait précis, j'aurais pu mettre certaines transformations dans la partie concernant le changement, puisque certaines ont cette corrélation. C'est notamment le cas avec la première transformation en Super Saiyan de Goku. Krillin meurt, et sous la rage, Goku finit par se transformer. À cet instant, Goku, qui jusqu'alors se battait avec un cœur pur, se battait pour la première fois avec un cœur rempli de rage et de haine. On est alors sur un personnage ayant totalement perdu à cet instant son identité de terrien, et se battant en tant que Saiyan légendaire. Bien que son côté terrien finira par reprendre le dessus en donnant de l'énergie à Frieza, et qu'il regrettera de devoir l'achever. Gohan, avec son Super Saiyan 2, aura d'ailleurs un traitement assez similaire en ce qui concerne la haine et l'arrogance, avant de se rendre compte de son erreur. Avec quand même une particularité, c'est qu'au moment où Gohan atteint le Super Saiyan 2, c'est lui qui devient le nouveau héros de l'histoire à la place de son père, chose qui sera accentuée par le sacrifice de Goku. Mais ce n'est pas vraiment de tout ça que je veux aborder dans cette partie sur les transformations. Ce qui m'intéresse ici n'est pas les raisons concernant les transformations et leur symbolique spécifique, non, ce que je veux aborder ici, c'est le symbole même qu'ont les transformations, à savoir être un facteur simple permettant de comprendre la puissance du personnage. C'est le cas avec le Super Saiyan 1, 2 et 3, qui vont modifier les cheveux, l'aura, ainsi que la zone au niveau des yeux. Chaque niveau de transformation étant parfaitement identifiable. Le stade de Super Saiyan avec ses yeux verts et ses cheveux jaunes, contraste avec les cheveux noirs et yeux noirs des Saiyans. Le Super Saiyan 2 avec ses cheveux qui se dressent davantage en l'air et l'ajout d'éclairs au niveau de l'aura. Enfin, le Super Saiyan 3 qui fait disparaître les sourcils de l'arcade, rajoute une pupille, donne des longs cheveux et quant à l'aura, plutôt que de partir du bas vers le haut, va ici dans toutes les directions. Les différences physiques entre ces trois stades nous permettent de comprendre que le personnage est beaucoup plus puissant que le stade précédent, et ce, même sans avoir fait une démonstration de sa puissance. La puissance qu'évoque l'apparence est déjà suffisante en soi pour le faire comprendre. Et on a la même chose avec Frieza par exemple. Chacune de ces évolutions nous permet de nous faire comprendre qu'il est plus puissant. En ayant d'abord le parti pris de nous le faire toujours plus monstrueux et volumineux avec sa deuxième et troisième forme, puis de nous prendre ensuite à revers avec sa forme finale beaucoup plus petite et simpliste. Ici, le contraste entre les formes monstrueuses précédentes et sa forme finale simple permet paradoxalement de faire comprendre qu'il a atteint un tout autre stade de puissance, n'ayant rien de commun avec ses formes précédentes. Ce constat vaut d'ailleurs également pour Cell, qui s'humanise au fur et à mesure de ses formes, passant d'un monstre à cigale à un monstre à visage humain. Et c'est aussi le cas avec Majin Buu. Au début, il nous est montré comme un gros bonhomme, malgré le fait qu'on se doute de sa puissance, rendant le contraste intéressant, mais ses évolutions vont quant à elles nous permettre de voir rapidement ses nouvelles capacités. Quand il abandonne le corps gros pour un corps plus taillé pour le combat, le contraste de puissance se voit directement. Il en est de même lorsqu'il absorbe Piccolo, Gotenks puis Gohan. Le fait qu'il gagne en détail avec des mains de plus en plus fignolées, une queue plus longue, un visage qui s'amincit et l'apparition d'un nez, tous ces petits détails, en plus du fait qu'il gagne la tenue de celui qu'il absorbe, rendent compte de la puissance qu'il atteint. Et à l'inverse, quand il perd toutes ses absorptions pour devenir Majin Buu originel, on comprend qu'il est beaucoup moins puissant que lorsqu'il avait absorbé Gohan, malgré ce qu'en disent certains hurluberlus, pensant que Majin Buu originel est plus fort que Majin Buu absorption Gohan. En somme, dans une œuvre, les changements physiques de personnages, même mineurs, permettent de comprendre que ce dit personnage évolue. Et c'est une thématique que Toriyama nous illustrait à l'époque sans cesse au travers des transformations, le visuel faisant son travail avant même de nous prouver cette augmentation ou diminution de puissance au travers du combat. La compréhension d'une œuvre telle qu'un manga ou un dessin animé doit aussi passer par des astuces visuelles, car c'est une de ses spécificités par rapport à un roman par exemple.
Ne pas utiliser ce genre de spécificité, c'est ne pas comprendre le support qu'on utilise. D'ailleurs, en parlant de spécificité visuelle, je ne pouvais pas ne pas parler des tenues et des logos, car quand on pense en termes de symboles, on pense aussi en premier lieu à ce genre de détails. On a par exemple la tenue de Piccolo Daimao et du dieu de la terre, l'une étant blanche et l'autre violette, ou noire pour le manga, permettant de symboliser le bien et le mal. Ajoutons à cela que les kanji se trouvant sur le logo signifient Dieu, pour Dieu, et démon pour Piccolo. Et cette opposition au niveau des vêtements est d'autant plus forte que physiquement, le démon et le dieu ont la même apparence, car tous deux issus d'un même corps s'étant divisés en deux entités. Quoi ? Oui, je sais, j'avais promis de ne pas parler de la partie avant le tome 14. C'est plus fort que moi, désolé. Comme autre tenue, on peut citer celle de Goku, qui au début est celle de Kame Sennin, avec le logo Kame signifiant tortue, disant qu'il reste fidèle à la maison d'arts martiaux qu'il a suivi, malgré qu'il ait surpassé le maître depuis longtemps. Puis, il aura un doki où il aura à l'avant la marque de Kame, mais où à l'arrière, la marque sera celle de Kaio. Certes, cette marque arrière a été faite par Kaio par humour, mais ce que signifie cette double marque, c'est qu'à ce moment, Goku a en lui l'héritage martial de deux maîtres, Kaio et Kame Sennin. C'est une forme de double allégeance martiale si vous préférez. Quant à son dogi sur Namek, il a pour logo devant comme derrière Go, qui vient justement de Goku, signifiant à cet instant qu'il est devenu son propre maître d'arts martiaux, que c'est un artiste accompli dans sa discipline sportive, un stade qu'il a atteint pendant son entraînement dans le vaisseau spatial qui se dirigeait vers Namek. D'ailleurs, on pourrait supposer que la tenue qu'il a à la fin de l'œuvre, lors de son combat contre Oob, où finalement il n'a même plus les couleurs de Kame Sennin, qui restait un facteur d'identification de la tenue, va dans ce sens. Toujours sur les tenues, il y a évidemment celle de Gohan. Bon, la première est évidente, la même que Goku, mais avec le Kanjima, qui signifie ici démon, en référence à Piccolo, qui permet de rappeler à la fois qu'il est le fils de Goku, et dans le même temps le disciple de Piccolo, ou du moins qu'il commence à suivre son entraînement. Quant à sa tenue durant le combat contre Nappa et Vegeta, étant la même que celle de Piccolo, ça permet de montrer qu'il est un disciple à part entière de Piccolo, qu'il a suivi l'entièreté de ses instructions, et donc que son style de combat n'est pas celui de son père, qu'il a lui-même hérité de Kame Sennin, mais celui des démons, tenue qu'il va reprendre dans l'arc Cyborg, puis dans l'arc Cell, permettant de montrer à la fois son lien avec Piccolo, mais aussi sa filiation martiale. Quant au dernier arc, le fait qu'il enfile la tenue de son père, symbolise le fait que Gohan est son héritier, que c'est son successeur, non pas uniquement d'un point de vue de sa filiation biologique, mais avant tout d'un point de vue de l'œuvre, ce dogi étant celui de Goku à la base, qui, à ce moment, n'étant plus le héros de Dragon Ball, permet de rappeler que depuis le combat de Gohan contre Cell, celui qui tient l'œuvre n'est plus Goku, c'est Gohan. Enfiler cette tenue signifie qu'il est digne d'être le nouveau héros de l'œuvre Dragon Ball. Oui, je sais, c'est beau. Et comme pour les transformations, ce que représentent les tenues ainsi que les différents logos permettent d'exprimer beaucoup de choses juste par leur aspect visuel. Et encore une fois, que ce soit dans un animé ou dans un manga, ce genre de petits détails montre qu'on comprend quel support on utilise pour raconter une histoire. Et en parlant de transmission, voilà le dernier thème qu'on va aborder. Goku, à partir de sa sortie de la salle de l'entraînement du Palais de Dieu, se rend compte qu'il n'est pas de taille face à Cell et demande à Gohan de prendre la relève, parce qu'il sait que Gohan est plus fort que lui. Et ça va se confirmer quand il va atteindre le Super Saiyan 2. Gohan aura alors surpassé son père. Néanmoins, ça n'était pas suffisant. Pour que Gohan puisse réellement devenir le héros de l'histoire, il fallait que son père ne puisse plus le gêner dans la narration. En somme, la mort de Goku après que Gohan ait atteint le Super Saiyan 2 signifie la naissance d'un nouveau héros principal. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que Goku ne veut pas ressusciter, car Gohan est toujours là en cas de besoin. À ce moment-là, Goku abandonne définitivement son rôle de héros et le laisse à Gohan. Et c'est aussi sur quoi l'arc suivant commence, avec Gohan 16 ans allant au lycée. Goku refera certes son apparition, et finira même par nous montrer le Super Saiyan 3, mais décidera de lui-même de ne pas battre Boo, considérant que ce n'est plus son rôle, et préférera enseigner la fusion à Trunks et Goten, toujours dans cette logique de transmission, Gotenks devenant un héritier de Goku, appuyé par le fait qu'il se transforme lui aussi en Super Saiyan 3. Mais au final, après la défaite de Gotenks contre Majin Buu, c'est l'autre héritier Gohan qui prend la relève contre Buu, remettant Gohan comme étant bel et bien le personnage principal de ce nouveau Dragon Ball.
Et ça aurait pu s'arrêter là. Tourner définitivement la page de Goku, et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant aurait alors pris tout son sens. Malheureusement, il a fallu que Gohan se fasse absorber, qu'il y ait l'apparition de végétaux, et donc par la même occasion de Goku, et que le combat final soit entre Majin Buu sans absorption et Goku, dont la victoire reviendra à Goku. Le fait d'avoir fait revenir Goku étant alors contradictoire, toute la narration consistant à dire qu'il doit laisser les jeunes générations prendre sa place. Néanmoins, ce sujet reviendra avec les derniers chapitres où Goku décidera d'entraîner Oob pour qu'il soit son successeur, Gohan ayant enfin pu devenir scientifique, et Goten et Trunks ayant abandonné les arts martiaux, l'œuvre se clôturant ainsi sur la naissance d'un nouveau héros, réincarnation de son plus grand ennemi. L'idée de la transmission que symbolise alors Goku depuis l'arc Cell prendra enfin tout son sens. Voilà, on arrive enfin à la conclusion. J'espère à mon tour avoir pu faire mon rôle de transmission en vous faisant comprendre que dans une œuvre, les symboles, ça a son importance. Qu'ils soient sur le visuel ou sur la construction de la narration. Dragon Ball regorge de symboles à droite et à gauche, il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas souhaité aborder, que ce soit dans la partie dite Z entre guillemets, allant du tome 14 au tome 34, ou la partie commençant de Goku enfant jusqu'à sa victoire contre Ma Junior, vous permettant à votre tour d'analyser l'œuvre sous cet aspect que sont les symboles. Dragon Ball n'est pas un manga compliqué, Toriyama a toujours souhaité créer une narration simple. Mais Dragon Ball est admirable du point de vue de comment il arrive à raconter son histoire, tant sur la forme que sur le fond. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Mets un like, abonne-toi, mets un commentaire, partage et suis-moi sur Twitter. Allez, ciao! Ah, et les fans de DB là, qui dès qu'on parle de manga arrêtent pas d'être en mode Dragon Ball c'est le meilleur manga et tout, lol, MDR. Arrêtez de forcer, vous êtes casse-couilles!